commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames et messieurs, participer à une grande cérémonie. Nous appelons ça cérémonie parce que c'est plus qu'une activité. Nous appelons ça cérémonie parce que c'est un ancrage, un début de quelque chose que nous voulons tous très grand, une chose à laquelle nous avons tous rêvé et pensé. Je suis Willy Kalengay, directeur général de Géopolis Group, et aujourd'hui modérateur pour cette conférence de presse. Une conférence de presse que nous offre la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo. Personne ne peut douter de l'importance du secteur minier dans notre pays. Il y a une vingtaine d'années, nous sommes redevenus un pays relativement normal grâce au secteur minier qui, depuis 2002, avec la promulgation du code minier, nous avons vu des industriels venir dans le pays et les produire. Depuis lors, nous avons chacun de nous une approche personnelle sur le secteur minier. Il était temps que les miniers eux-mêmes, ensemble, puissent nous offrir une lecture de leur secteur. Nous, en tant que journalistes, nous sommes très heureux parce que pour une fois, nous allons avoir les mêmes sons de cloche, les sons de cloche construits par les miniers eux-mêmes. C'est donc avec joie que je vous annonce rapidement comment va se dérouler cette conférence. Tout à l'heure, vous avez été agrémenté par l'orchestre musical de l'INA, qui reviendra encore après quelques temps. Nous allons avoir dans un premier temps la présentation de la Chambre des mines. C'est normal que l'on puisse nous la présenter, parce que c'est normal que c'est la première fois qu'elle s'exprime comme ça devant la presse. Nous allons donc être servis par M. le secrétaire général de la fête, M. John Nkono, qui est déjà dans la salle. Et puis il y aura une petite intermède musicale. Nous passerons aussi à l'introduction de cette conférence de presse par Mme Bernadette Boundou. Et puis le plat de résistance va nous être servi par M. Louis Watoum, qui est lui-même le président de la Chambre des mines. Évidemment, il y aura des échanges avec la presse. Et des éminents intervenants qui sont ici déjà vont prendre la parole, notamment M. Popol Mabolia Yenga, M. Jean-Jacques Kayembe et M. Dedi Kabongo. Je vous dirai qu'ils sont au fur et à mesure qu'ils prendront la parole. Sans plus tarder, avec l'autorisation du président de la Chambre des mines qui préside cette séance, je voudrais demander donc à M. le secrétaire général de la FEC, M. John Nkono, de présenter cette Chambre des mines. De quoi s'agit-il? Membres qui sont présents ici et les membres de la société civile que je vois ici, je vous salue et vous souhaite une cordiale bienvenue dans cette salle. Avant de parler de la Chambre de mines, je voudrais parler en deux lignes de la Fédération des entreprises du Congo. Parce qu'on ne sait pas parler de la Chambre de mines de la FEC sans parler de la FEC elle-même. La Fédération des entreprises du Congo, comme vous l'entendez, c'est une fédération, ou mieux, une association de chefs d'entreprise. Elle regroupe des entreprises de toute taille, de tout secteur confondu, mais qui exercent dans la légalité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on compte plus ou moins 3000 membres sur l'ensemble du territoire national. Et la Fédération des entreprises du Congo est organisée en des organes. Et parmi ces organes, il y a le regroupement par corps professionnel que nous appelons Commission nationale. Et la Chambre des mines en est une. Elle s'appelait jusque 2011 Commission nationale des mines. Mais pour se conformer à l'appellation dans d'autres pays, surtout de l'Afrique australe, et vous comprendrez pourquoi, elle a pris l'appellation de Chambre de mines. Elle regroupe ou elle compte une soixantaine de membres, mais pas seulement
de l'industrie minière, mais tous ceux qui travaillent dans les secteurs miniers, c'est-à-dire les sous-traitants, peuvent aussi devenir membres. Le problème est que la filiation à la Chambre de mines n'est pas obligatoire. Mais le travail qu'abat M. Wastoun, le président, malheureusement pour nous, profite à tous les miniers, membres ou pas membres. Et c'est là un peu la difficulté que nous avons. Nous avons saisi l'autorité gouvernementale plusieurs fois pour rendre coercitive. Dans certaines entreprises, même pour parquer un véhicule dans un parking civil, leur siège, il y a des normes. Et c'est ça que nous demandons, nous encourageons nos membres à veiller à ça. On ne sait pas entrer dans une mine sans une certaine tenue. C'est ce que nous demandons à tous nos membres de faire. Nous avons aussi la transparence. Je vois le cordeau KMB me regarder. Nous encourageons nos membres à évoluer dans la transparence. Et plus encore, à publier tout ce qui doit l'être. Et pour l'instant, ma bataille, c'est encourager les membres à publier sur ce qu'on appelle la propriété réelle des entreprises. C'est une norme de l'ITIE et nous avons adhéré à cette initiative. Nous devons nous conformer. Nous avons aussi comme valeur l'équité. Et là, nous voulons évoluer sans corruption, donc nous éloigner de tout ce qui est corruption. Et c'est ainsi que la Chambre de mines a pris aussi la charte de la Fédération des entreprises du Congo en son sein, qui lutte contre la corruption. La Chambre de mines est dirigée par un bureau. Aujourd'hui, c'est Wastoun qui en est le président. Il est secondé par 4 vice-présidents, un par filière. Nous avons 4 filières en notre sein. La filière cobalt et cuivre, la filière diamant, la filière or et la filière 3T. Et pour chaque filière, donc, on a un vice-président. Et en dessous de ce vice-président, nous avons des commissions au sein desquelles se développent certaines activités qui concernent la vie de la Chambre. Nous avons la commission, je ne citerai pas tout évidemment, nous avons la commission finance, nous avons la commission douane et fiscalité qui se bat pour les questions douanières. Nous avons la commission local content, parce que la Chambre veut qu'après les mines, il y ait une histoire et donc un certain contenu local qui permet à l'économie de se développer. Nous avons la commission RSE qui s'est battue bec et ongle pour qu'on arrive à l'activité qui a eu lieu hier, la signature de l'arrêté portant manuel de procédure sur la gestion de ce que les entreprises apportent comme contribution pour le développement des communautés environnantes et contribuent pour 0,3% de leur chiffre d'affaires au développement des communautés locales. Et depuis 2018, quand le code a été promulgué, c'est seulement hier que l'arrêté qui montrait comment ce fonds devrait être géré a été signé par le ministre de Mines et son collègue des Affaires sociales. Nous avons également la commission statistique. Tout à l'heure, ça sera l'essentiel de l'intervention du président qui rassemble toutes les données statistiques pour les publier. Et depuis lors, c'était sur format papier. On n'a jamais organisé, Willy Kalinga l'a dit tout à l'heure, on n'a jamais organisé une activité comme celle-ci qui permet à la Chambre de mines de communiquer les chiffres. Il y a d'autres commissions que je ne sais plus citer ici, mais la Chambre de mines donc, a comme souci de défendre les opérateurs économiques parce que dans cet environnement
des affaires qui est assez contraignant. Il y a beaucoup trop de préoccupations que les entreprises rencontrent et la Chambre de mines est là pour défendre les intérêts de ses membres. Et la Chambre de mines encourage aussi ses membres à entretenir un dialogue permanent en leur sein pour le social de leur personnel. Voilà un peu en quelques mots ce que je pouvais dire au sujet de la Chambre des mines. Je vous remercie. Fier un tout petit peu, juste peut-être pour ceux qui n'ont pas compris cela, je vais quand même citer simplement les quelques valeurs de la Chambre des mines, en attendant que Madame se prépare pour prendre la parole. Donc, je disais que la Chambre des mines développe les valeurs suivantes: la sécurité, on nous a dit, l'intégrité, la transparence, la responsabilité et le professionnalisme. Il nous faut une introduction pour comprendre la conférence tout à l'heure. Et pour cette introduction à la conférence, je voudrais appeler Madame Bernadette Pounopia, que vous connaissez, parce que c'est une figure qu'on ne présente plus dans l'espace médiatique congolais, mais ici, elle est coordonnatrice en charge de l'administration et communication à la Chambre des mines, qui va nous donner quelques éléments qui vont nous permettre de nous introduire à la conférence. Madame. Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur le représentant du ministre de l'Énergie, c'est ça, Monsieur le conseiller au cabinet en charge des investissements à la présidence de la République, Monsieur le coordonnateur de la CTCPM, Monsieur Mabolia, Monsieur le coordonnateur Jean-Jacques Kaembe de l'ITIE, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le vice-président. Je salue mes collègues mandataires en mine. Je vois il y a le corps des mandataires en mine vraiment très très bien représenté ici, avec notre président en devenir, M. Constant Motamba. Je salue tous les journalistes qui sont là, qui sont venus répondre à cet appel. Je ne pourrais pas dire grand-chose parce que j'ai eu le malheur d'inviter M. Kalengai comme modérateur qui a vidé mon introduction de toute sa substance. Et M. le secrétaire général a fait de même. Donc tout ce qu'il me reste à dire en ce moment est que vous avez eu la présentation de la Chambre par le secrétaire général, mais dans la nomenclature, il a omis de citer la coordination qui est une nouvelle réforme introduite il y a peu. Et ce n'est pas par hasard que vous avez eu, vous avez droit, nous avons droit à cette conférence justement. Ça fait partie du rôle que je suis appelé à jouer désormais dans la Chambre, c'est-à-dire coordonner l'administration et aussi la communication. Il était très très important que nous puissions commencer cette activité aujourd'hui qui est la première. Mais soyez-en sûrs, chaque année, la Chambre de mines vous servira presque à peu près 4 conférences de presse, donc ça sera trimestriel, où nous allons prendre en tout cas la responsabilité de vous donner toutes les informations nécessaires liées à ce que la Chambre de mines fait, à ce que la Chambre de mines apporte dans la vie nationale de notre pays. Je ne serai pas longue parce que le président Watoum, qui est la star d'aujourd'hui, va vous donner la quintessence, va vous donner, comment je peux dire, le repas de Noël d'aujourd'hui. Monsieur le Président, vous avez la parole. Quand il passe, c'est la vue qui vient après. Il y a d'abord la brousse, il y a l'exploration, et puis il travaille, et puis après, il y a une ville derrière lui. Voilà les gens développeurs dont nous avons besoin. Et vous savez qu'il y a des villes aujourd'hui dans la province orientale, anciennement province orientale, qui sont nées de cette entreprise qui la dirige. Aujourd'hui, nous pensons qu'après son passage ici, il y aura des villes qui vont naître dans notre conscience et nous allons avoir la certitude que la Chambre des mines est un acteur important de notre structure. Monsieur le Président, vous avez la parole. Quand il passe, c'est la vue qui vient après.
Il y a d'abord la brousse, il y a l'exploration, et puis il travaille, et puis après il y a une ville derrière lui. Voilà les gens développeurs dont nous avons besoin. Et vous savez qu'il y a des villes aujourd'hui dans la province orientale, anciennement province orientale, qui sont nées de cette entreprise qui la dirige. Aujourd'hui, nous pensons qu'après son passage ici, il y aura des villes qui vont naître dans notre conscience et nous allons avoir la certitude que la Chambre des mines est un acteur important de notre structure. Monsieur le Président, vous avez la parole. On parle de moi. Il y a un vieux dicton malien qui dit « Le miel ne se dit pas tout ». Dire « Je ne sais pas, en de mots, il faut que quelqu'un le fasse ». Mesdames, Messieurs, en côté de qualité respective, comme on dit tout protocole respecté, je vous salue. Moi, c'est Louis Watou. Je vous remercie d'être venu. Je sais que nous tendons vers la fin de l'année. Les agendas de tout le monde sont très chargés, très sollicités. Vous avez pris le temps de venir répondre à notre invitation, nous écouter. Et nous vous remercions sincèrement pour cela. Nous n'avons pas abusé de votre temps, nous allons aller droit au but. Je vais essayer d'avoir une présentation la plus courte possible, si je peux. Peut-être 20 minutes, 15-20 minutes. C'est justement pour permettre la suite, pour permettre aussi de poser des questions. Je crois qu'on n'est pas venu simplement m'écouter, mais vous avez la soif aussi de poser des questions. Donc c'est pour vous permettre de le faire. J'ai tenu à voir cette séance pour vous, dans un premier temps, vous dire ce que la Chambre, en quoi la Chambre contribue à l'économie de notre pays. Nous sommes toujours les éternels incompris, les enfants méchants, comme on dit. Et vous traitez de tous les noms finalement. Mais on a tous été à l'école, hein, vous savez. Dans une classe, il y a les bons, il y a les moins bons, il y a les mauvais aussi. Et on doit faire la part des choses. La chambre de mine que je dirige, c'est une chambre de mine avec des entreprises citoyennes. Et nous ne serons jamais un syndicat de crime. Nous sommes là pour respecter les lois et pour apporter notre contribution. Et c'est de ça que je veux parler maintenant. Je ne sais pas si on peut passer la présentation déjà. Il y a quelqu'un qui le fait? Non. Pendant qu'on attend que vous puissiez passer la présentation, j'aimerais dire une chose. Lorsque vous regardez l'embellie de cours de métaux, depuis 2017-2018, ça a commencé à monter et ça semble bien se maintenir. Espérons que ça va continuer comme ça. On ne sait pas avec certitude dire à quoi ça va ressembler. Et il y a aussi les orphelins du défunt frère ou de la défunte sœur. Il y a les parents qui sont devenus indigents. Il y a la boulangère du coin qui vend son pain à crédit parce que vous êtes solvable. Il y a le pharmacien qui fait de même avec ses médicaments parce que vous allez payer à la fin du mois. Lorsque vous mettez tout ça, le facteur multiplicateur est très élevé. Des gens qui dépendent de ces 160 000. Et encore, ça ce sont les emplois directs. Il y a bien sûr les emplois indirects. Il y a tout l'artisanat minier. Là, on parle déjà dans les 2-3 millions. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que l'industrie minière produit énormément d'emplois dans notre pays. Suivant. Il y a maintenant tous ces paiements infranationaux, le cahier de charges, la redevance minière, la dotation des 0,3% qu'on a salué hier, au travers de la signature de l'arrêté interministériel. Nous disons bravo. Ce sont des sous qui vont aller dans les escarcelles de toutes ces entités territoriales décentralisées. Nous voulons voir le changement. Le changement, il est déjà perceptible en fait. Mais nous devons aller faire mieux. Et ici, au-delà de tout ce que j'ai mis sur ce diaporama, je crois que nous, les miniers, nous sommes finalement nos propres ennemis. Parce que nous ne communiquons pas assez sur les grandes choses que nous entreprenons pour nos générations. Je ne sais pas, dans cette salle, si vous savez par exemple que l'université de Lubumbashi, après avoir reçu un financement de la Banque africaine de développement, a équipé ses laboratoires avec du matériel du dernier cri. Du matériel qui n'a rien manqué avec ce que j'ai vu aux États-Unis, au Canada, en Australie ou ailleurs dans le monde. Mais il leur manquait une chose, la certification, pour que ce soit un laboratoire de standard international. Je ne sais pas combien ça dans cette salle que c'est une compagnie minière qui a payé pour cette certification. Et je vais les citer nommément ici, il s'agit de MMG. Peu de gens le savent.
Et combien de gens savent, par exemple, que Kamoa Copper, ici, je ne suis pas venu prêcher pour ma chapelle, mais je prends des exemples au hasard. Combien de gens savent que Kamoa aujourd'hui est engagé à moderniser l'université de Kolwezi pour en faire une université de classe mondiale qui n'aura rien envie avec ce qu'on a vu à Boston, à Miami, à Tampa ou ailleurs. Et ce plan est en cours au moment où je suis en train de dire. J'ai vu le programme, j'ai vu le budget, il est en exécution. Sur quelques années, ça va se faire. Il y a plusieurs exemples comme ça dans le secteur minier. On n'en parle pas assez, ce qui est bien dommage. Suivant. La sous-traitance locale, on en parle, on en parlera encore. Je crois que les mines, au-delà de créer des emplois, créer des opportunités, ces opportunités, il faut les saisir. Nous avons organisé la Chambre des mines, et Madame Yanabel, je vous remercie pour cela, un dîner avec le club des sous-traitants à Kolwezi, dont vous êtes marraine. Et ce dîner était intéressant parce que j'avais mis en face du club des sous-traitants des entreprises donneuses d'ordre et quelques institutions de financement. Bon, je voulais qu'il y ait un repas convivial, mais on se dit certaines choses, certaines vérités. Le président du club des sous-traitants, lorsqu'il a pris la parole pendant le toast, il a dit: écoutez, nous les entrepreneurs, les sous-traitants locaux ici dans le Loa là-bas, nous sommes une centaine ici dans ce club, nous faisons un chiffre d'affaires annuel de 200 millions de dollars américains par an. Mais c'est quoi 200 millions de dollars? Parce que nous savons que c'est 4 milliards de dollars et plus qui nous échappent. La vraie question, c'est comment on capture ces 4 milliards de dollars. C'est ça le vrai débat. Et je crois que nous aurons besoin de mettre nos intelligences ensemble pour y arriver, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Suivant. Je voulais toucher quand même un petit mot sur la production aussi, les tendances en production. 2021 qui est en train de se terminer, c'est une année où, encore une fois, l'industrie minière a montré beaucoup de résilience. Exactement comme l'année d'avant, l'année dernière, qui, malgré la Covid, nous a vu monter encore en gamme, en termes de production, en termes de tonnage. Cette année, au mois de mai, Kamoa est passé en production. Nous montrons encore la production, de production. Les tendances à ce jour que j'ai vues pour le cobalt, pour l'or, se maintiennent au même niveau que l'année passée. Je n'ai pas encore eu les chiffres pour les 3T et pour le diamant, mais je les aurai pour la prochaine séance. Et nous communiquerons également ces tendances-là. L'industrie se porte bien, et ceci malgré tout ce qu'il y a comme aléa, dont on parlera bientôt. Suivant. Maintenant, au-delà de ce que nous donnons, au-delà de ce que nous produisons, nous contribuons, il y a bien sûr des problèmes, des sujets qui fâchent, comme on dit. Une fiscalité, une parafiscalité complètement folle qui n'a plus aucun sens. Vous savez, le code minier de 2002, lorsqu'il avait été créé, il avait défini tout ce qui est applicable au point de vue fiscalité aux opérateurs miniers. Et bien des années plus tard, lorsqu'on est arrivé à la révision de 2018, on a eu le temps de revoir ce qui devait être revu. Il y a près de 19 nouveaux prélèvements qui ont été ajoutés, en fait, au code minier. Et ça va des impôts, des taxes et toutes sortes de droits, révision à la hausse de taux de redevances minières et autres. Tout a été dit, tout a été fait. Vous vous rappellerez, pour ceux qui avaient suivi le débat à l'époque, c'était un débat très passionné. Certains membres avaient claqué la porte de la Chambre des mines, étaient partis parce qu'ils se sentaient plus protégés. Mais tout ça, c'est de l'eau qui a coulé sous le pont. Aujourd'hui, nous avons un code minier, nous devons tous nous conformer à ce code minier-là. Mais voilà là où le bas blesse. Ce sont les services de l'État maintenant qui reviennent en imposant à l'industrie minière d'autres taxes qui n'ont absolument rien à voir avec le code minier. Et c'est là que ça ne va pas. À titre d'exemple, si on passe au diaporama suivant, regardez un peu toutes ces taxes devant vous. Taxes import-export, frais office congolais de contrôle, taxes de la police nationale, de l'hygiène frontière, taxes de ces sujets. Et la réunion s'est terminée en ces termes. Si vous ne voulez pas me donner gain de cause, c'est vrai, vous êtes le prince, vous avez tous les moyens de contrainte, en saisissant vos comptes, etc. Nous vous emmènerons en justice, avec tout le respect qu'on vous doit. Nous emmènerons ce gouvernement en justice. Parce que si notre pays ne sait pas respecter ses propres lois, qui va respecter notre pays?
alors notre corps défendant, nous amènerons le gouvernement en justice et que le bon droit soit dit. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne parle pas beaucoup des explosifs, mais nous utilisons beaucoup, nous tirons régulièrement l'explosif. Mais on a un cadre juridique qui est complètement inadéquat aujourd'hui, complètement dépassé par l'évolution même de la technologie des explosifs. Et donc il faut une mise en place d'un nouveau texte juridique de référence. Il faut libéraliser le secteur des explosifs civils, donc, pas à caractère militaire, à usage militaire. Et évidemment, il faut une institution, une autorité de régulation de ce secteur. Il faut un régime fiscal et douanier incitatif, bien sûr. Et regardez aussi la formation des bouts de feu. Ça, c'est un des challenges que nous avons. Suivant. L'artisanat minier, particulièrement à l'Est. D'abord, j'aimerais dire une chose. Je n'ai jamais été un grand fan de l'artisanat minier. Je n'ai rien contre l'artisanat minier. Mais je me suis promené souvent sur les sites d'artisanat minier. J'ai été dans le fond de ces puits, pas dans le fond, je suis descendu peut-être jusqu'à 7 ou 8 mètres. Je ne voulais pas aller plus loin parce que j'ai eu peur finalement de ce côté. Et quand vous regardez autour d'un site minier artisanal, je ne sais pas combien de vous y avez été. Ce que moi je vois, c'est un taux de déperdition scolaire élevé, c'est un taux de grossesse précoce élevé, c'est un taux de transmission des maladies sexuellement transmissibles élevé, c'est un taux de prostitution, de banditisme, de pollution de l'environnement très élevé, et je peux continuer avec la litanie de ce que je n'aime pas. Mais la vérité est la suivante. Le mal a atteint une proportion telle qu'on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus être indifférent, nous devons tous en fait mettre la main à la pâte et voir comment nous pouvons trouver une solution de sortie. Je dis une solution de sortie parce que l'artisanat minier n'est pas viable à long terme. J'ai sillonné presque une grande partie des juridictions minières dans le monde. Je n'ai pas vu une seule juridiction minière où l'artisanat minier a construit un pays, une économie locale. Je n'en ai pas vu. Et donc, nous devons trouver des voies de sortie. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, ce sera peut-être l'occasion d'autres débats. Mais ce qui se passe maintenant, notamment à l'Est, parce que l'Est a fait beaucoup de bases dernièrement, c'est qu'il y a un envahissement du secteur minier artisanal par des sujets étrangers, notamment les Chinois. Et pire, les acheteurs étrangers maintenant, ils vont au-delà de leur prérogative, ils vont s'installer carrément dans ces sites d'exploitation artisanale pour pouvoir exploiter finalement et contrôler toute la chaîne en amont et en aval. Le suivant, la conséquence c'est quoi? Est-ce qu'il y a une disparition d'exportateurs miniers nationaux? Il y a également une disparition de la classe moyenne locale autour des zones d'exploitation minière artisanale. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Nous devons faire attention à ce débat. Parce que l'artisanat minier à l'Est n'est pas étranger à l'insécurité qu'il y a là. Si nous laissons nos populations à l'Est s'appauvrir davantage, elles deviennent de plus en plus des proies à des mouvements de milices qui recrutent, en vous donnant $50 et une Kalachnikov, on vous dit vous avez une licence pour aller tuer, violer, faire ce que vous voulez de manière impunie et gagner votre vie. Voilà ce qui arrive après. Et donc c'est quelque chose à laquelle nos autorités doivent regarder de très 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 près. Mais l'autre conséquence de ce qu'on voit là-bas, c'est le manque à gagner énorme pour le pays. Je vais vous donner un simple exemple qui est sur le diaporama. J'ai quelques statistiques et j'ai pris une année au hasard, c'était 2018. Nous avons déclaré officiellement dans notre pays, pour l'Est, 56 kilos d'or artisanal produit. C'est une valeur d'environ 2 millions de dollars et quelques. Mais pour le même exercice, les pays voisins ont déclaré 12 540 kilos d'or. C'est-à-dire, pendant qu'on faisait 2 millions de dollars chez nous, ils en faisaient 500 millions. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais the cost of lost opportunity. C'est le coût des opportunités perdues. L'opportunité d'avoir fait 500 millions de dollars pour notre pays, c'en est allé comme ça. À cause d'une désorganisation, d'un manque de capacité administrative, à cause d'une fiscalité qui n'a vraiment aucun sens, qui pousse même l'opérateur artisanal le plus honnête du monde à préférer plutôt faire de la fraude, aller dans les pays voisins avec une fiscalité plus clémente. Mais qui est le grand perdant de tout ça? Et voilà des choses que nos autorités doivent prendre vraiment au sérieux pour rectifier cela. Suivant.
Je parlais de la sous-traitance, c'est un challenge, c'est une opportunité d'abord, comme je l'ai dit. Dans le lot là-bas, on parle de 4 milliards, certains pensent que c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est aussi un challenge parce que il y a beaucoup de pesanteurs. Il y a 2 semaines, je crois, j'étais modérateur d'un panel dans ici. C'était sur comment créer les champions nationaux. Et il y avait un parterre de messieurs avec un profil très élevé. Mais parmi eux, il y avait un entrepreneur congolais qui a réussi. Un monsieur qui a fait une vingtaine d'années en Allemagne. Il est revenu au pays, il a roulé sa force à partir de zéro, en squattant d'abord chez son frère, puis en montant sa boîte. Et aujourd'hui, il a une boîte qui est presque un empire parce qu'il est représenté sur toute l'étendue de la République. Et bien au-delà de nos frontières, sur 6 ou 7 pays, il continue à croître. Des milliers de travailleurs. Et la question lui a été posée. Qu'est-ce qu'il faut pour créer davantage de champions? Et sa réponse était assez intéressante. Elle avait dit oui, c'est vrai. On parle de manque d'accès aux capitaux. Oui, c'est vrai. On parle des donneurs d'ordre qui ne jouent pas le franc jeu, qui ne donnent pas du vrai business congolais. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, tout ça est relativement... Il faut relativiser cela. Il dit le plus important, c'est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit. La vraie création de richesse, c'est d'abord un état d'esprit. Ce n'est pas une affaire d'accès aux capitaux. Un état d'esprit qui va vous dicter un certain comportement de travail, de discipline, de persévérance, de sérieux, etc. Et tout ça va suivre. Une chose cependant qui avait été très clairement dit pendant ce panel-là, c'est que ça peut peut-être déranger certains d'entre nous ici, mais nous avons un système éducatif qui n'est plus du tout performant. Qu'on se le dise. Nous sommes quand même nos enfants à l'école ici, nos frères et nos sœurs, on termine ici. Nous, on n'est plus du tout compétitifs. Plus du tout. Et cela est un grand danger pour nous. Les entrepreneurs qui arrivent à s'en sortir aujourd'hui, je dois avouer, coup de chapeau pour eux, parce qu'ils l'ont fait sur le tas. Le système éducatif belge qui a formé la plupart d'entre nous ici, c'est un système éducatif élitiste qui nous forme pour faire carrière, pour être des demandeurs d'emploi et non des créateurs d'emploi. Ceux-là, ils l'ont appris sur le tas pour essayer de rivaliser avec leurs collègues anglo-saxons, à qui on a appris depuis le plus bas âge que la création de richesse n'est pas une mystique. Elle n'est pas une mystique parce qu'elle consiste à faire une seule chose. Que vous soyez aux États-Unis, en Inde, au Japon, à Bassan-Poussou, à Doruma, où que vous soyez, ça consiste à faire une chose. À produire un bien ou un service, à le vendre à ceux qui ont besoin de cela, à être payé et à le faire de manière répétée. Maintenant, il y a plusieurs mesures d'accompagnement qui viennent pour tout cela. Mais nous avons un vrai challenge pour la sous-traitance. Le suivant. Peut-être si on peut reculer, un dernier mot sur la sous-traitance que je voulais aussi ajouter. Une chose qui est venue très clairement de ce panel-là, c'est que dans tous les pays du monde qui ont évolué, qui ont créé des vrais champions nationaux, l'État a adopté des politiques souverainistes. L'État a fait de la discrimination positive. Il faut identifier les bons entrepreneurs. Et il faut leur appliquer une fiscalité à géométrie variable, l'alléger au maximum, leur donner toutes les facilités possibles. L'argent à 0% d'intérêt. Qu'ils avancent, que petits poissons grandissent, deviennent grands. C'est comme ça qu'on crée des champions. Et ce n'est pas en les martelant avec une fiscalité, un fardeau qui fait que finalement ils sont étouffés et que ça n'a pas évolué. Le déficit énergétique, vous pouvez voir l'Afrique, on s'est vu d'en haut, c'est un continent noir. Noir, pas parce qu'on est noir simplement de peau, mais noir parce qu'il n'y a pas d'éclairage, vous pouvez le voir. Et ici, j'aimerais, si vous le permettez, dire en un mot ma grande déception quand je vois comment on traite certains entrepreneurs nationaux locaux qui sont nos pionniers, qui sont nos champions dans la lutte pour remédier au déficit énergétique. Un des champions est dans cette salle, c'est mon vice-président, John Kaveli. Un autre, c'est Eric Munga. Il y a aussi Yves Kabongo. Ce sont les vrais champions. Ce sont les Congolais qui se sont levés, qui se sont dit le secteur minier nous a peut-être échappé, mais celui de l'énergie ne va pas nous échapper. Ils se sont jetés à l'eau. Ils sont allés très loin. Le chemin est dur et ils continuent d'avancer. Alors, voir des initiatives comme ça commencer à être sabotées.
au nom de soi-disant considérations environnementales. Ah, parce que ce site est construit dans un site qui est à côté d'un parc, etc. Moi, je ne reviens pas qu'on puisse avoir un débat pareil. Nous devrions soutenir les initiatives. Et si j'ai un seul mot à dire à l'autorité qui a décidé, c'est faites la discrimination positive. Donnez tous les moyens à ce Congolais d'aller de l'avant, à créer. Parce qu'on ne peut pas continuer toujours à réhabiliter la capacité dormante dans notre pays. On ne peut pas continuer toujours à importer du courant de Brazzaville ou des pays voisins. On doit créer de nouvelles capacités. Notre industrie minière, si elle veut se développer, si elle veut devenir un grand joueur dans la grande ligue comme le Chili, le Pérou et autres, il faut énormément d'énergie. Plus de 1000 mégawatts presque aujourd'hui de déficit. On va le faire comment? Si on reste dans des considérations où on est en train de tirer à bout portant sur les bonnes initiatives nationales de notre pays. Je crois que cela va changer. En tout cas, nous ferons tout notre lobby pour que cela change et qu'on puisse voir réellement une émergence du Clean Power Made in DRC. Le suivant. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un prix à payer lorsqu'on n'a pas du sérieux dans la gestion de la res publica, lorsqu'on commence à emmerder les opérateurs miniers, pas seulement les opérateurs miniers, les opérateurs économiques en général, avec une fiscalité, une parafiscalité qui n'a aucun sens. Regardez le niveau d'attractivité en termes d'investissement de la RDC. Nous sommes bien derrière des pays comme le Mali, le Ghana, la Guinée. Mesdames, Messieurs, dites-moi ces pays, avec tout le respect que je leur dois, qu'est-ce que ces pays vont par rapport à la RDC en termes de dotation minérale? Eh bien, retenons-le, ces pays aujourd'hui attirent plus de dollars d'exploration, plus de dollars d'investissement que nous. Et ne vous trompez pas, quand vous lisez ici dans nos journaux les milliards de dollars qui circulent dans l'industrie minière en RDC, ces milliards de dollars viennent simplement financer des actifs qui changent de main. Ils ne viennent pas financer l'exploration et la découverte de nouveaux actifs. À l'exception peut-être de Kamoa, encore une fois, je ne veux pas prêcher pour ma chapelle, mais en mes 30 ans de carrière, c'est le seul projet que j'ai vu arriver en RDC, partir aux 100 000 diables, complètement en dehors des concessions des compagnies étatiques ou para-étatiques, et se mettre à creuser, à chercher. Mesdames et messieurs, c'est une aventure de 24 ans qui a amené Kamoa, au mois de mai dernier, à faire sa première production. 24 ans où on vit avec l'argent emprunté, où plusieurs fois on frôle l'assainissement et la fermeture, comme tous. On est tous passés par là. Parfois, on regardait, il n'y a plus rien dans la caisse. On se parlait déjà mentalement, physiquement, on dit bon d'accord, on va mettre la clé sous le paillasson, aller faire autre chose dans la vie. On n'en a pas vu d'autres aussi au Congo. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'industrie minière n'est pas en train de grandir. Nous montons en production, mais dans le pipeline, ce qui doit remplacer cette production-là, il n'y a pas, c'est en train de s'épuiser. La seule manière de renouveler ça, c'est de trouver de nouveaux gisements. Mais regardez surtout la RDC. Ça, c'est par rapport aux pays africains. Suivant. Et là où nous avons des gros efforts à faire, vous regardez le rapport Fraser de l'année dernière, sur 77 juridictions minières qui ont été regardées dans le monde, en fait, ce que ce rapport fait, il va vers les décideurs, vers ceux qui viennent pour investir, ceux qui se promènent dans le monde avec des fonds d'investissement pour aller faire de l'exploration, acheter des mines, etc. Et on leur pose la question, vous irez où? Dans quel pays du monde vous irez? Sur les 77 pays qui leur ont mis. Regardez vous-même le classement de la RDC, à cause de toutes ces faiblesses. Le système légal, on est classé 73e sur 77. Nous sommes vraiment dans le peloton de queue, en dépit de la dotation minérale exceptionnelle que nous avons. Le régime fiscal, qualité des infrastructures, stabilité politique. Encore une fois, je dis ça, c'est le point de vue de l'étranger qui vient, qui regarde. Nous sommes ici au fleuve Congo. Mais tous les hôtels qui sont ici sont remplis d'étrangers qui viennent passer une semaine, 2 semaines, on sait qu'ils viennent faire. Ils veulent palper du doigt la réalité. Ils posent la question à l'homme de la rue. Ils posent la question aux avocats. Ils posent la question à tout le monde pour comprendre comment ça se passe ici. Et ils se font une idée. Et l'idée qu'ils se font, parce qu'ils ne viennent pas qu'en RDC, ils vont dans plusieurs pays dans le monde. Et l'idée qu'ils se font, c'est ce que vous voyez sur le diaporama. Et donc, nous avons énormément de travail à faire. Suivant. Je vais essayer d'aller très vite pour que je termine et conclue ma présentation.
Vous savez, une des raisons pour lesquelles on tire toujours à boulet portant sur l'industrie minière, c'est parce qu'on pense que l'industrie minière ne partage pas suffisamment les richesses qui sont créées et que les richesses vont vers ceux qui ont mené les capitaux au départ. Mais j'aimerais vous dire une chose. Ce gâteau qui doit être partagé, il commence par un point qu'on ne peut pas ignorer. Il commence par l'exploration. Parce que c'est ceux qui mettent les dollars d'exploration aujourd'hui dans le sol, sous-sol. C'est eux qui demain découvrent les gisements, après demain les développent et créent enfin ces richesses. Et donc, et ce cursus de l'exploration au développement, à la production, vous êtes facilement parti entre 10, 20, 25 ans. Facilement. Quand vous faites du brownfield, ça peut être restreint un peu parce que vous avez déjà quelques éléments géologiques, l'exploration prend un peu plus rapidement, mais vous êtes alors entre 5 et 10 ans. Et quand je dis greenfield, j'ai voulu mettre cet encadré sur le diaporama, c'est-à-dire vraiment, vous allez vraiment au sommet médial, au milieu de nulle part. Et là, c'est Camorra, c'est l'extension de Camorra. Au milieu de nulle part, vous commencez à creuser. Vous commencez à creuser. Une année, 2 années, 3 années, à la 10e, 15e, 20e année peut-être, vous trouvez ce que vous trouvez là, et vous creusez davantage jusqu'à ce que vous puissiez finalement le trouver. C'est un travail de dur labeur, et jusque-là, nous avons échoué à attirer des dollars d'exploration, malgré la dotation minérale que nous avons. Mais c'est ça la richesse qui est dans notre sous-sol, et qui est potentielle, à condition qu'on fasse le travail. Suivant. Je ne le dirai jamais assez, je l'ai encore dit hier, et ça je continuerai à le répéter, jusqu'à ce que je résonne comme un disque rayé, qui reste sur le même refrain. Dans la tripartite entre le gouvernement, les opérateurs miniers et les communautés locales, chacun a sa partition à jouer. On n'a pas que des droits, on a aussi des obligations. Et les obligations sont clairement définies. L'opérateur minier doit apporter les capitaux, la technologie, il doit transférer les connaissances, il doit respecter les lois, il doit impacter positivement dans les communautés locales autour de son site, il doit promouvoir les fournisseurs locaux, coopérer avec le gouvernement en toute transparence. Mais le gouvernement aussi a ses responsabilités. C'est fournir un cadre réglementaire incitatif pour les investissements. Bien sûr, il faut assurer la paix et la sécurité au pays, sinon on ne sait pas faire les affaires. Donc ils ont toute une série d'obligations, et de même les communautés locales qui ont leurs obligations aussi. C'est quand chacun joue sa partition, quand chacun comprend ce qu'il doit faire, qu'on se met dans un milieu plus serein, on peut discuter. Et c'est aussi un peu l'objectif de ce genre de séance où je souhaite vraiment l'implication de la société civile, des membres du gouvernement, etc., pour qu'on puisse parler ensemble. On n'est pas des antagonistes, on n'est pas des ennemis, au contraire, nous sommes des partenaires dans cette tripartite, pour qu'ensemble nous puissions finalement assainir notre secteur minier et créer les richesses qui sont attendues par notre population. Suivant. Voilà, je vous remercie. Il me reste plus qu'à vous en profiter pour vous souhaiter aussi joyeux Noël et bonne année. Et on passera à la suite du programme. En 2017, le secteur a généré autour de 6 milliards de dollars, c'est beaucoup, et 1 milliard 600 millions pour la redevance de la communauté locale. Ce sont des chiffres importants, mais les secteurs pouvaient faire plus s'il n'y avait pas, malheureusement, des défis à relever. Des défis, des choses qui plombent un peu les secteurs. Il y en a cité très rapidement la fiscalité, les explosifs qui sont un problème, l'artisanat minier, et sur ce point-là, je partage totalement son point de vue. La sous-traitance, qui est un vrai problème. L'énergie, c'est un vrai problème dans notre pays. Et puis, le travail général de l'attractivité du secteur. Nous sommes donc, il a conclu en disant qu'il faut que la tripartite puisse fonctionner. Les gouvernements doivent travailler avec les entreprises minières, l'industrie minière et les communautés locales. Ainsi, en travaillant en synergie, nous pouvons quand même changer la perception que l'on a dans notre pays et les conditions de son exploitation. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons passer à une série de 2 ou 3 questions. Et les intervenants qui sont sur l'estrade peuvent aussi ajouter. Vous avez la liberté, après que l'intervenant principal ait donné un point de vue ou avant qu'il ne le donne, vous pouvez donner une information parce que vous êtes dans les secteurs et vous pouvez vous compléter. Aussi, les vice-présidents peuvent prendre la parole pour pouvoir compléter les différentes questions. Nous allons donc construire une compréhension collective
du secteur et du sujet. Nous allons prendre une série de 3 questions d'abord. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a un micro qui circule quelque part? Vous pouvez parler là où vous êtes, ça peut vous... J'ai une voix qui porte. Ça c'est sûr. Hein. Je vous en prie. Kalinga. Donnez votre nom. Oui, c'est ça. Victor Kalinga, éditeur du magazine Performance. Personnellement, je suis à l'aise à cette conférence parce que j'étais à la conférence minière de 2018 où le nouveau code minier a été dévoilé. Et je reviens, il n'y a pas 3 mois d'écologie. Je peux attester ce qu'a dit le président Watoum tout à l'heure quant à l'impact de l'intervention des sociétés minières sur le développement des entités. Si vous allez aujourd'hui à Fungurume, vous allez croire que vous êtes perdu. Parce que Fungurume est en train de devenir une ville. Et cela, grâce à quoi? Grâce à la redevance minière. Ah, voilà, il y en a une. Bon, grâce à la redevance, aujourd'hui on a des routes bitumées qui sont en train d'être... Allez-y, vous posez aussi la question. En train d'être livrées au public. Et ça, c'est formidable. Mais qu'est-ce qui est fait au niveau de société pour que les gens sachent au niveau de société ce qui est fait par la communauté et par les sociétés en faveur de la communauté? J'ai sorti le soir devant l'hôtel, sur la route de l'hôtel où j'étais logé, passent les camions chargés de minerais de KCC. Les gens qui étaient devant, ils disaient « Ah, pillage Yamboka ». Alors, le président, il a dit que bon, on ne reconnaît pas ce qui est fait. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement pour que tout cela soit connu et que les autorités puissent envisager, par exemple, de revoir cette fiscalité dont il a parlé, qui est démentielle, qui s'apparente à une escroquerie administrative organisée. Qu'est-ce qui est fait exactement? Voilà, c'est ça ma question. C'est compris. Une deuxième... Alors, j'ai bien suivi le président Louis Watoum, qui a relevé certains nombre de problèmes du secteur minier. Alors, parmi les problèmes, il a cité aussi l'artisanat minier. Maintenant, ma question, elle a 2 volets. Le premier volet, c'est qu'on attend déjà que l'État crée des zones d'exploitation artisanale qui ne viennent toujours pas. Est-ce que vouloir peut-être supprimer l'artisanat minier, si j'ai bien compris le fond de sa pensée, ça ne va pas créer encore plus de problèmes? Parce que déjà, il n'y aura pas beaucoup de zones d'exploitation artisanale, les gens attendent. Mais si c'est la cause déjà des problèmes, en supprimant, on va dire, l'artisanat qui est consacré par le code minier, est-ce que ça ne va pas créer encore plus de problèmes? C'était le premier volet de ma question. Et le deuxième volet de ma question, est-ce que dans le fond, M. Louis Watoum n'est-il pas en train de militer pour que certains points du code minier soient changés? Vidal Congo. Alors je ne sais pas si au sein de la Chambre des mines, il y a aussi des entreprises chinoises. Il y a eu beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, des révélations sur quelques bévues sur l'exploitation minière, des entreprises chinoises particulièrement. Alors la Chambre de mines prône entre autres la responsabilité, professionnalisme. On a parlé également sur les valeurs de la sécurité. On a vu des Congolais agents dans les entreprises chinoises se battre avec les Chinois, des Congolais maltraités. Quel est l'avis de la Chambre de mines à ces sujets? Et est-ce que la Chambre de mines essaye parfois d'aller au-delà des membres de la Chambre, c'est-à-dire s'il y a des autres entreprises qui ne sont pas membres, est-ce que dans le cadre de vouloir exporter vos valeurs, vous essayez d'approcher ces entreprises-là pour leur édifier à bien exercer au profit des communautés, au profit des agents? Et donc, votre avis à ces sujets? Merci. L'artisanat minier, monsieur le journaliste de Géopolis, c'est vrai, j'ai dit que je ne suis pas un fan de l'artisanat minier, mais je ne pense pas que ce soit réaliste de penser l'arrêter brusquement parce que vous allez avoir 3 millions de chômeurs. Ce que j'ai dit plus tôt, c'est qu'il faut que nous réfléchissions tous à des voies de sortie progressives. Et ces voies existent. Nous avons fait l'expérience, par exemple,
lorsqu'on construisait Kibali. On a réussi à avoir la paix avec les artisans à l'époque parce qu'on a compris que la solution passait par plusieurs dimensions. Ces artisanaux miniers, il fallait autour d'eux créer une politique de grands travaux. Construire des maisons, construire des routes, construire beaucoup de choses. Alors les prendre encore des métiers, les former. Certains deviennent des briquetiers, d'autres vont faire le dragage du sable fin, faire le mortier, et d'autres apprennent à être charpentiers, etc. Et entre-temps, il faut diversifier l'économie dans cet écosystème-là où les gens progressivement sortent de ce métier, mais ça va prendre du temps. Ça demande des stratégies, ça demande une coordination. Donc ce dont je parle ici, c'est une sortie graduelle de l'artisanat minier parce que ce n'est pas viable à long terme. Les entreprises chinoises. Mon entreprise, l'autre question c'était est-ce que j'ai envie de changer le code minier? Non, j'ai dit c'est l'eau qui a coulé sous le pont. Ce débat est clos, on a un code minier aujourd'hui. C'est vrai, il y a encore des incohérences entre ce code minier et le règlement minier. Il y a encore du travail à faire, mais nul n'est mon intention de suggérer une quelconque révision de ce code minier. Bien au contraire. Il ne faut pas que nous créions une autre instabilité qui va encore mettre à mal les investisseurs. Les investisseurs aiment un cadre qui est transparent, qui est stable, et alors c'est à eux de se décider s'ils veulent aller là-dedans ou pas. Je dis toujours aux investisseurs, la décision d'investir ici en RDC, elle est binaire. Elle est binaire. Vous êtes dedans, vous n'êtes pas. Mais avant d'y aller, vous faites votre devoir, c'est-à-dire vous regardez au cadre légal, au cadre fiscal, vous essayez de comprendre ce que ça veut dire en termes de coût de faire des affaires. Et vous regardez votre modèle économique s'il est suffisamment robuste pour pouvoir absorber tous ces coûts-là et vous laisser une marge. Et puis vous mettez une équipe compétente locale qui va exécuter votre plan d'affaires. Quand vous avez fait tout ça et que vous avez ça en place, alors vous décidez de venir. Et croyez-moi, les retours sont phénoménaux. Bien au-delà de vos rêves les plus fous. Quand vous avez bien fait votre devoir. Certaines des grosses entreprises qui sont au Congo, aujourd'hui sont en train de prospérer bien au-delà de ce qu'elles pensaient pouvoir trouver au Congo. Donc je ne veux pas changer le code minier, il est ce qu'il est. Mais il y a du travail à faire pour faire fonctionner les choses. Les entreprises chinoises. Aujourd'hui, la Chine, on ne peut plus l'éviter, elle est partout. Même dans notre chambre de mines de la Chine. J'ai une casquette Ivanhoe aussi. Ivanhoe, c'est une entreprise avec près de 40% de capitaux chinois. Il y a pas mal d'entreprises aussi à capitaux chinois qui sont dans la chambre de mines, bien que les Chinois aient leur propre organisation des entreprises à capitaux chinois, comme ils appellent. Le droit d'association, il est ciblé, il est donné qui peut s'associer, on ne peut pas y revenir. Maintenant, c'est vrai, il y a eu beaucoup de mauvaises publicités autour de certaines entreprises chinoises. Ce sont des choses qu'on ne sait pas toujours sur la place publique, mais ce sont des choses où nous nous retrouvons dans notre cadre à nous, dans la Chambre des mines, pour en discuter, et voir comment on peut non seulement tirer une leçon de cela, mais éviter que cela ne se reproduise. Monsieur Mabolia, et puis M. John Crennan, très rapidement. Merci, Monsieur le modérateur. Sur la question qui vient d'être posée à propos de la communication, positif de ce qu'il gagne là-bas de l'autre côté. Et donc, lorsque vous dites que vous avez payé 6 milliards, vous avez payé 4 milliards, oui, mais dans cette activité, au finish, combien est-ce que vous retirez? Quels sont les bénéfices, les extra bénéfices que vous faites? On va vous faire du bénéfice une faute. Non, pas une faute, mais elles ne sont pas faites. C'est pour voir quel est le rapport. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Parce que quand on taxe 3-5 milliards, oui, mais si vous gagnez autant. Donc c'est toujours intéressant pour nous de savoir combien vous faites. Comme ça, on peut dire, ah, c'est quand même beaucoup ou pas. De toute façon, on se reverra pour le super profit. Alors, je crois que bon, je m'arrête plutôt parce que c'est comme... Monsieur Caillot, vous ouvrez le micro. Élevé par le président Liouatoum dans la présentation qu'il a faite. Le premier élément, c'est par rapport à la fiscalité. La fiscalité, il faut impérativement qu'on trouve une solution par rapport à cette question-là. Ça nous pose des problèmes régulièrement. Notre secrétaire général, John Nkono, qui est là, à travers la Fédération des entreprises du Congo, avec notre administrateur délégué, qui passe tout le temps à envoyer des correspondances au gouvernement par rapport à ces aspects-là. Si on n'arrive pas à trouver une solution,
on devra impérativement peut-être aller auprès du Conseil d'État pour s'assurer que l'interprétation des dispositions légales répond exactement à ce que nous avons. Ça, c'est l'élément peut-être sur lequel je voudrais revenir. Le deuxième élément, on a vu que depuis pratiquement quelques mois, il y a une fâcheuse tendance de beaucoup de délégations à descendre sur le terrain. Comme le président Ouattoum l'a dit, nous sommes et nous nous battons tous les jours pour développer une culture des entreprises citoyennes qui respectent les lois et règlements de notre pays. Mais on a comme l'impression que depuis quelques mois, c'est devenu une bonne opportunité pour aller traquer les miniers de manière régulière. Je ne voudrais pas revenir sur plusieurs questions qui nous posent problème. Je prends juste quelques exemples. On a des missions de la DGRAT qui descendent régulièrement sur le terrain. Et quand ils ne trouvent pas, ils en créent. Et comme le président l'a dit, nous avons, comme on dit, un vrai problème par rapport à des incohérences qu'il y a entre le code minier et les règlements miniers. J'ai eu l'opportunité de diriger la délégation de la Chambre des mines lorsqu'on était en train de négocier le code minier. Je ne voudrais pas répéter dans quelles circonstances on a travaillé, mais il y a encore quand même beaucoup de choses où il faut un certain pilotage. Je pense que le cordon Mabo, il y a un laboratoire sur cet aspect-là. On est tout à fait d'accord. Il faudrait peut-être que nous, comme partie prenante, avec les gouvernements et la société civile, on se retrouve encore sur le terrain pour pratiquement relever toutes ces incohérences-là par rapport à l'interprétation. Donc ça, c'est très important. Nous avons des missions des CNRF, nous avons des missions... Moi, je travaille à l'Est du Congo. Je travaille par exemple dans la province de Maniema, où il n'y a quasiment pas de banque. Je vous donne un exemple qui arrive à une entreprise minière dernièrement. C'est Alpha Mine, où on était obligé, par exemple, d'envoyer de l'argent auprès de la mine. La semaine dernière à travers une banque locale ici, ils ont été attaqués. On a même tué des gens parce qu'il fallait impérativement... et l'argent liquide. Liquide, oui. Mais on ne peut pas nous demander aujourd'hui, à travers l'initiative de CNRF, d'être, comme on dit, en phase avec la loi, alors qu'on n'a pas de banque à Kounia, alors qu'on n'a pas de banque à Kalima, alors qu'on n'a pas de banque... je ne sais pas. C'est des défis à relever. Alors, je voudrais juste... rapidement, finir rapidement par rapport aux Chinois. J'ai eu l'opportunité d'être de ce Digital Congo qui a posé la question, d'être la mission qui est descendue sur le terrain avec le président de la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons adressé il y a une semaine une correspondance au gouvernement, à travers laquelle nous dénombrons 17 missions de contrôle sur terrain pour l'instant, uniquement dans les compagnies minières. 17 missions de contrôle. Alors, missions de contrôle, mais d'autres services qui n'ont rien à voir avec le contrôle, comme la mer, comme la police, comme le parquet. C'est tout le monde qui descend sur terrain. D'accord. Je vous en prie, madame. J'ai l'impression d'être incompris par rapport à ce que vous faites. Si je prends l'exemple des propos tenus, par exemple, par le chef de l'État à Loualabach, à Kolwezi, lors de son séjour devant la population, il a clairement dit que c'est fini cette période où ceux qui emmènent l'argent gagneraient plus que les Congolais eux-mêmes. Et vous, en tant que chambre des mines, comment vous interprétez ce genre de propos? Deuxième chose, là c'est le président. Vous gérez des investisseurs qui évoluent dans ce domaine. Vous avez avancé des chiffres notamment par rapport à ce qui est payé en termes de redevance. Pour vous, est-ce que c'est suffisant quand on regarde ce que deviennent aussi ceux qui viennent investir au Congo quelques années après? Vous avez donné l'exemple des chefs coutumiers qui, du jour au lendemain, quittent les motos, les vélos pour un enrichissement. Est-ce que vous avez la même rigueur pour ceux qui viennent aussi accompagner le Congo pour l'exploitation minière? Merci. J'ai deux préoccupations. La première, Monsieur le Président, c'est sur le prélèvement. Vous avez dit que par rapport au code minier, on s'est rendu compte qu'il y a 19 prélèvements qui n'ont rien à voir avec le code minier qui sont arrivés. Alors la question, c'est pourquoi les dénoncer maintenant? Nous sommes la presse. Notre rôle, c'est de pouvoir relayer
nous, on aimerait que ce soit le plus régulièrement possible. Je voulais même y revenir par rapport à la chargée de communication, parce que j'estimais que 3 mois pour une conférence de presse, c'est trop peu vu les défis. Je peux encore accepter que ce soit chaque mois, mais 3 mois, c'est trop loin. On peut oublier. On peut oublier. Vous avez des pressions, vous avez des plaidoyers à faire, mais comment il faut attendre 3 mois pour savoir les problèmes qui se passent dans votre domaine. Donc c'est un peu ça l'une des préoccupations. Merci. Mandataire en mine et carrière, à titre d'information, je salue l'initiative, je salue les brillants orateurs, dont mon aîné lui, Watoum. Merci pour l'invitation adressée au corps. En fait, nous voudrions autant que possible travailler parce que nous nous sommes rendus compte que les mandataires en mine qui sont en réalité appelés à travailler avec nous au quotidien sont éparpillés, dispersés. Et pour ça, nous sommes organisés en un corps qui a déjà pris corps du point de vue légal et dont la présidente est même dans la salle que je salue, c'est Madame Dorothée Madia. Et donc, dans les jours qui suivent, nous allons effectivement vous convier au lancement officiel. Je vous remercie. La présidente de votre mandataire Amine, et comme tout le qui est dit, c'est une publicité, mais ce n'est pas une publicité. L'occasion faisant les lavons, nous avons profité pour nous donner cette information. Et moi, mon intervention va porter plus sur la question de fiscalité, mais particulièrement sur le fait que le mandataire Amine, notre corps, on sera bien sûr amené à travailler avec la tête, à travers la Chambre unie, spécialement. Et pour la question qui me préoccupe, ça concerne la TVA. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup d'entreprises minières, ils ont un problème sérieux de récupération de la TVA et à l'importation quant au remboursement. Je voudrais savoir, est-ce que la Chambre des mines a pris cette question à corps pour pouvoir arriver à amener le gouvernement à rembourser cette TVA qui est quand même, à mon sens, je considère que c'est une question assez épineuse, puisque les sommes, elles sont vraiment importantes. Comment la Chambre des mines entend aider ses membres, puisqu'ils assurent leurs intérêts, à défendre leurs intérêts, pour arriver à solliciter ces problèmes? Merci. Vous en avez 80, 100 qui viennent. Certains même sur les chaises roulantes. Certains même qui ont déjà atteint l'âge de la retraite. Et quand vous regardez sous le vernis, vous regardez certains d'entre eux, c'était des jardiniers, c'était des anciens membres de la police sud-africaine, etc. Et ma question est la suivante. Ces gens ne sont pas venus par la petite porte. Il y a une commission interministérielle ici qui attribue les visas, les autorisations de travail à ces gens-là. Mais pourquoi ce ministère, pourquoi cette commission interministérielle le fait? Puisque la loi, le législateur était très clair pour protéger les emplois en RDC. Et même le législateur allait même plus loin. Au cas où il n'y a pas ces compétences-là, on donne une fenêtre pour pouvoir former ces compétences-là, jusqu'à ce qu'on puisse les avoir de telle manière que ceux qui viennent ont un contrat de durée déterminée pour durer le temps de transmettre la connaissance et de partir. Donc quelque part, tant que nous ne mettrons pas du sérieux dans nous-mêmes, nous verrons beaucoup de dérapages, énormément. Moi, c'est plutôt à ce niveau-là que je vois le débat. Tu vas me compléter déjà? Je voudrais rassurer Mme Françoise Blinaké. Souvent, il y a aussi une interprétation plus ou moins erronée de ce que le président de la République voudrait avoir comme impact aussi de l'industrie minière. Nous avons eu quand même l'opportunité de voyager beaucoup avec lui, l'accompagner dans des missions à caractère économique. Je voudrais juste un peu circonscrire quelques aspects que les gens ont tendance à oublier. La vision du président de la République insiste beaucoup sur la création des grands capitaines d'industrie congolais. Et malheureusement, de ce côté-là aussi, il y a un très grand retard. On est le pays minier par excellence, par référence au niveau de l'Afrique. Mais la frustration que nous partageons toujours avec nos frères de la Chambre des mines, on ne peut pas comprendre qu'un pays comme l'Afrique du Sud, qui a commencé pratiquement une industrie minière juste après l'apartheid, connaît des gens comme des Philippe Motsepe, connaît des Marc Bristow, que nous ayons Ivan Glasenberg, que nous ayons Cyril Ramaphosa,
et que chez nous, on n'en est pas. C'est un échec d'ailleurs. On a aussi John Canyon, on a Watum, il ne faut pas minimiser. Donc voilà. Maintenant, il y a un autre aspect qui est très important aussi sur lequel il insiste énormément. Les transferts de compétences. Moi, je travaille avec lui sur d'autres projets structurants, par exemple dans la province du Kassai. Il insiste énormément pour qu'il y ait des transferts de compétences, pour qu'on ait des gens compétents. Et là, on revient à la question qui avait été soulevée aussi par le président par rapport à la formation. L'impact du contenu local, il est revenu là-dessus aussi. La responsabilité sociétale. C'est pour ça que je pense aussi que nous avons péché aussi par ne pas communiquer. C'est l'exercice que nous avons avec vous aujourd'hui. Si vous n'aviez pas ces chiffres-là, vous seriez pratiquement dans une idée qu'il n'y a rien qui se passe. Et on va se livrer à cet exercice rapidement. Mais je voudrais maintenant me retourner à mon ami Jean-Jacques ici pour dire, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec l'ITIE quand notre pays n'était pas encore conforme. L'un des aspects de l'ITIE, c'est nous dire aussi l'argent que nous générons, tous ces milliards qui ont été cités. Mais comment ces revenus-là sont appelés? C'est ça qu'il faut faire aussi. C'est cet exercice-là. Les principes de l'ITIE et que nous publions ce que nous payons. L'État publie aussi ce qu'il a versé aux entreprises minières. Mais il y a un autre volet dont on ne parle pas souvent, c'est l'affectation de ces revenus-là. C'est cet exercice-là qu'il faut aussi qu'on sache exactement. Et c'est ça les devoirs même de rédactabilité. Mais la caisse est une, hein. On ne peut pas réaffecter les ressources, n'est-ce pas? On ne peut pas savoir si le million qui a fait la route de Kasumbalé, ça c'est les millions de Haïvano. On ne peut pas savoir. Mais considération vraiment que cet argent-là a été utilisé à bon escient. Je vous en prie. Alors, vous avez donné vous-même la parole au corps. Merci beaucoup, Willy, pour la parole. Je salue beaucoup le président pour son exposé qui a été clair. Je tiens à rassurer les journalistes que nous travaillons de manière très rapprochée avec la Chambre de Mines pour que les entreprises citoyennes qui y sont puissent entraîner les autres. Donc, les entreprises participent de manière active dans le processus de transparence et de bonne gouvernance. Sur la question de la communication, nous sommes sur un point où nous sommes en train de construire un nouveau système sur le modèle de la norme 2019, où les informations doivent commencer à être publiées de manière systématique. Donc, on va résoudre cette question de la publication ou de la communication. Il faudra que les entreprises et les administrations puissent intégrer à leur sein une publication systématique de toutes les informations sur les paiements effectués dans les administrations et sur les statistiques de production par leur propre site ou au moyen de la charte de mine. Donc, sur les questions des affectations, moi je salue beaucoup le code minier. Sur la référence minière qu'on a parlé tout à l'heure, il y a une partie qui est affectée aux entités territoriales décentralisées. L'esprit du législateur était très clair, c'est pour les infrastructures de base. Donc, si nous mettons à côté les 50% qui entrent au trésor central, mais les 25 et les 15%, nous devons voir dans les provinces ou dans les ETD où cela est affecté. Nous venons de publier, il y a 2 jours, un rapport qu'on va divulguer sur la rédévance minière et sur les affectations qui ont été effectuées. Vous allez voir qu'il y a toujours un gap entre l'argent qui a été reçu et ce qui a été consacré aux infrastructures de base. Et je suis très content qu'avec la Chambre de Mines, avec tous les acteurs, nous allons vraiment soutenir un débat autour de ces questions pour que nous puissions comprendre ce que fait l'argent de la rédévance minière et aussi les instruments qui sont dans les cahiers de charges et bientôt ça sera aussi de 0,3%. Merci. Merci. On va répondre à la... de 2002 et celui de 2018 révisé. On a ajouté, c'était 17 ou 19, je ne sais plus combien. Ça a été ajouté dans le code. Mais comme j'ai dit, ce débat est déjà clos. C'est dans le code, c'est le code auquel nous devons nous conformer. Nous comprenons cela, chacun a eu ce qu'il a à dire en avance. Mais maintenant, c'est dans l'application de ce nouveau code minier que nous voyons les 7 ou 8 taxes. Et ça, ce n'est que quelques-unes que j'ai épinglées qui posent problème. Pourquoi on n'en a pas parlé avant? Parce que je ne crois pas que ce sont des choses qui se discutent sur la place publique en général. On vient voir l'autorité, on discute avec l'autorité, on essaie de trouver des solutions. Et je dois avouer que c'est très embêtant pour les opérateurs miniers qui opèrent à l'est ou à l'intérieur du pays parce que presque tous nos cadres du département des finances vivent maintenant entre 2 avions.
entre le Lubumbashi et Kinshasa ou entre une autre partie du pays et Kinshasa, parce qu'il faut tout le temps venir ici pour discuter et rediscuter. Entre-temps, il y a les états financiers de fin de mois qu'il faut faire, il y a les états financiers de fin d'année qu'il faut faire, il y a la quinzaine d'audits qui est là sur place aussi. Ça devient tout simplement intenable. C'est pour ça qu'on en parle, parce qu'on n'arrive pas à trouver un gain de cause. Je crois qu'on a... Oui, je crois qu'il y a une demande... Il y avait une demande, il y avait la question de Maître Madria concernant le remboursement de la TVA. Oui. Nous sommes montés au créneau il y a une année sur cette histoire de TVA, puisque l'ECOFIN n'avait pas su nous donner satisfaction. Nous sommes montés en tant que chambre des mines auprès du chef de l'État. Une grande réunion avait été tenue. C'est à cette occasion-là d'ailleurs qu'on avait obtenu de passer à une TVA comptable pour éviter cette saignée des opérateurs miniers qui à chaque fois devaient débourser 16%. À l'époque, je crois qu'à moi était en construction, j'ai dit au chef de l'État, j'ai dit mais il me faut $1 million pour aller en construction. Ce que ce système me dit, c'est que je dois aller emprunter combien, $1 600 000 supplémentaires. C'est bien ça? 16 millions. Pendant que l'État me doit. Et autour de tout ça, on avait monté à vers la TVA comptable. Et lors de ces réunions-là, le gouvernement s'était engagé, au cours de l'exercice fiscal de cette année, de commencer à payer graduellement la TVA. Encore une fois, promesse non tenue. Nous sommes allés maintenant dans un système itératif où, entre nous, l'IGF et les différents ministères, on nous emmène à chercher à certifier les chiffres pour la énième fois. Et c'est ça le sujet qu'il faut ajuster. Nous allons prendre... la création de beaucoup de sociétés à Lubumbashi, sur la mine, mining et autres choses. Je connais bien revenir sur quelque chose que le président a relevé dans son mot, dans sa présentation, dans l'un des slides. Il a parlé du déficit énergétique. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de discussions, mais je voudrais démontrer simplement la volonté du ministre qui a déjà été démontrée suffisamment pour une oreille très attentive vis-à-vis de ceux du secteur et qui sont venus le voir par rapport à cela, parce que c'est bien beau, on soulève des points négatifs. C'est qu'il ne marche pas, c'est bien beau. J'ai aimé ce que le président a dit lors de la dernière réunion, la réunion d'hier. Il faut le dire, parce qu'il y a un droit des droits que lorsqu'on sait le réclamer, même vis-à-vis de l'État, c'est toujours faisable. Mais qu'on dise aussi ce qui marche, ce qui a été fait. Je relève ici qu'il y a une arrêté interministériel 019 qui a été, dont certaines dispositions ont été suspendues. Il y a eu une surséance quant à ce. J'ai travaillé, je conduis la commission avec le ministère des Finances parce qu'il y a eu des réclamations de ceux du secteur, notamment mon ami Eric Mong avec Kipai et autres personnes. Jusqu'aujourd'hui, l'applicabilité de certaines dispositions-là a connu une certaine surséance parce que la FEC a relevé certains points sur les études, projets, et ainsi de suite. Je crois que vous connaissez le président, vous le connaissez très bien. C'est qu'il y a une oreille attentive. Il y a quelques mois, 2 mois ou 3 mois, on a reçu les membres de la FEC qui opèrent dans le secteur énergétique, qui sont venus voir l'autorité quant à ce. J'étais là et on a pris contact, mais il a été dit, partez et revenez, parce que quand vous recevez, quand le ministre vous reçoit, ce n'est pas une séance de travail très approfondie. Partez, revenez pour travailler avec le cabinet, avec les membres du cabinet d'une manière très approfondie. Mais ils ne sont jamais revenus. Ils vont revenir. C'est très important, c'est pour montrer la ferme volonté de pouvoir aider les uns les autres. Et dans ce secteur, et beaucoup plus, les Congolais, comme vous avez dit, j'oublie l'expression que vous avez utilisée. Non, bon. Yes, exactement. Alors c'est très important. Mais il a utilisé un autre terme, un autre adverbe qui est comme favoriser beaucoup plus les Congolais en cette personne. Discrimination positive. Ça, j'ai beaucoup aimé. Nous travaillons beaucoup plus sur cela. Nous vous assurons par rapport à cela, c'est qu'il faut que les uns les autres viennent par devers nous et on trouve des solutions assez appropriées afin d'encourager les Congolais à aller de l'avant. Il y a certaines faveurs légales qui résultent de la loi qui sont accordées aux uns aux autres. Je pense que la libération de l'électricité, ça fait 7 ans. Depuis le 17 juin 2014, par la loi 14-011, les portes, par cela, les portes ont été ouvertes aux uns aux autres, et nous voyons des Congolais qui sont en train de travailler. Quant au déficit, je crois qu'avec la mise en service de Boussanga,
il y aura quand même 240 gigawatts qui sont là. C'est que nous travaillons de telle sorte que les déficits énergétiques qui est de 1000 soient réduits quand même à 500, peut-être d'ici 2025 ou bien 2026. Vous savez, vous n'avez pas besoin des énergies renouvelables beaucoup plus pour produire, vous avez besoin de l'hydroélectricité. Mais le mettre en œuvre prend beaucoup de temps, c'est 3 ans et 4 ans, comme on fait de l'exploration aussi. Voilà ce que je voulais dire, une contribution quant à ce, afin de vous rassurer de notre parfaite collaboration et les bras ouverts qui sont là. Merci. La connaissance géologique, l'information. Et sur ce, l'État a pensé à ça en créant, comme vous le savez, le Fonds minier pour les générations futures. Elle a pour mission de faire des sondages, des contacts, tout ça. Et c'est comme si vous étiez en train de lire dans nos esprits ou nos têtes. On va venir voir les ministres, mais on voudrait insister sur des aspects qui sont importants pour nous. Quand moi je vais chez les miniers qui s'appellent Ivanov et je lui dis non, je vais signer avec vous un PPA, il me dit pourquoi je dois signer avec vous. C'est pour ça qu'il insiste beaucoup sur cette discrimination positive. S'il n'y a pas suffisamment de volonté politique pour accompagner nos projets, ça va être très compliqué. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation qui est capitale, je suis très heureux que vous soyez aussi déjà juriste avocat. Nous sommes en train de travailler sur un modèle des droits de concession qui puisse nous permettre d'élever des fonds sur les marchés extérieurs. Mon projet, il est aux environs de 270 millions. Je ne pourrais pas lever cet argent-là si je n'ai pas un draft des droits de concession qui soit le plus, comme on dit, incitatif. On en a parlé. Oui, oui. Donc voilà, ça c'est des questions qu'on viendra peut-être approfondir avec vous pour aller l'avant. Mais je voudrais reconnaître aussi le plus formellement possible que depuis que le ministre est là, les votes sont ouvertes et on l'apprécie. On apprécie cette collaboration. Merci. Qui pourrait être voué à l'exploitation artisanale. Merci. Monsieur John Kayoun. En place des sociétés, des entreprises minières. Donc nous, en tant que chambre, 4, je crois, communiquer trimestriellement suffirait, parce que trop communiquer peut tuer la communication. Voilà. Pour un début, tous les 45 jours, c'est compliqué. Au lieu d'une fois par tous les trimestres, on peut prendre 45 jours. Parce qu'on a vraiment besoin d'efforts. Oui, mais bon... D'accord. Alors, merci, parce que le débat est ouvert. Mais ma petite propre expérience, je voudrais ici parler. Parce que nous sommes dans une technique des opérateurs miniers et des sociétés civiles. Mais il est important que nous puissions communiquer. Que notamment vous de la presse et toutes les autres parties pourquoi l'industrie minière est utile à notre économie. Pourquoi nous contribuer et à quelle hauteur nous contribuons. Mais il est également important que les fonds qui ont été consentis puissent aussi être clairement destinés à ceux qui sont ingénieurs et qu'on puisse faire attention à cela que nous avons la présence du gouvernement de maîtrise aussi. Parce que nous sommes à un devoir de transparence. Qu'est-ce que nous faisons et comment on peut faire mieux. Parce que la deuxième partie, c'était le dialogue. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes ouverts aux suggestions. Nous souhaitons entendre de vous aussi comment on peut mieux faire les choses, comment on peut mettre nos intelligences ensemble. Pour que finalement, les richesses qui sont créées par l'industrie minière le soient de manière plus efficiente et que les partages se fassent de manière plus équitable. Et ce gâteau-là qui est créé entre toutes les parties. Durant votre exposé, vous avez relevé beaucoup de choses. On a comme l'impression que vous avez également plaidé en faveur des entreprises minières qui sont apparemment essoufflées de différentes taxes et différentes missions de contrôle sur le terrain. Qu'est-il exactement? Et c'est vraiment les sujets qui fâchent. J'aimerais avant tout dire une chose. Tout ce qui doit être payé en termes de taxes, en termes d'impôts, etc., doit être payé et sera payé. Le débat n'est pas là. Nous avons un code minier. Beaucoup de salives d'encre autour de ce code minier. Maintenant, c'est lui qui a posé sur le plan. Le code minier est là, nous devons le respecter, nous devons conformer à cela. Mais alors qu'on ne nous ajoute pas d'autres taxes qui sortent encore une fois de ce code minier. Je vous ai fait une illustration de 7 ou 8 taxes qui n'ont absolument rien à voir avec le code minier. C'est de l'illégalité. Et c'est là que le bas blesse. Parce que nous avons maintenant nos équipes
surtout des départements financiers de la plupart de nos compagnies minières qui sont à l'intérieur du pays, qui aujourd'hui vivent entre deux avions, qui viennent tout le temps à Kinshasa pouvoir argumenter des choses qu'on ne devait même pas argumenter. Mais au-delà de ça, il y a du travail à faire sur le terrain. Ces départements financiers ont des états financiers de fin de mois, de fin d'année qu'il faut faire. Il y a maintenant une quinzaine d'audits qui leur tombent dessus partout. Et ça rend le climat malsain. Il est très difficile de travailler dans ces conditions-là. Et c'est ce que nous devons. Nous devons tout faire pour qu'ensemble, il n'y ait plus cet antagonisme-là, mais que nous travaillons en complémentarité pour une industrie minière qui est plus efficiente. Une question. Je pense que l'essentiel. Merci, Président. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.